Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous de débat, de chronique et de reportage sur Public Sénat, émission 100% politique comme tous les jours jusqu'au résultat des élections législatives. Ce soir, c'est un zoom sur le nouveau Front populaire que je vous propose, union dans l'urgence, dont le ferment le plus fort est le rejet de l'extrême droite, union qui propose un plan d'action précis en cas de victoire, un programme très critiqué des milieux économiques, la réplique de Marine Tondelier. Il nous interroge sur la crédibilité de notre programme. Mais comment on est crédible avec 9 millions de pauvres, un peu plus pauvres chaque jour, avec 42% de la population qui se prive de manger une fois par semaine, avec 35% de la population à qui reste moins de 100 € le 10 du mois. Et ils nous donnent des leçons de crédibilité. Mais pour qui se prennent-ils ? Le programme économique du Front populaire est-il dangereux? Cette union des gauches crée-t-elle une dynamique qui pourrait les mener jusqu'à la victoire? Les lignes de fracture gommées pendant cette courte campagne vont-elles réapparaître dès le 8 juillet? On en débat dans une minute. Et puis, comme chaque soir jusqu'au premier tour, on décortique les programmes des principaux partis après le pouvoir d'achat hier. Que propose-t-il pour notre santé? Déserts médicaux, pénurie de médicaments, installation des médecins, mutuelles solidaire pour les plus précaires, aide médicale d'État pour les étrangers, les promesses de campagne passées au crible de nos experts, ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, le premier meeting du nouveau Front populaire hier soir à Montreuil, réunion parasitée par les divisions au sein de la France insoumise. Jonathan Dupriez. Marchons, marchons. Une photo de famille, le poing levé. En meeting à Montreuil hier, toutes les formations politiques du nouveau Front populaire ont affiché leur unité. Nous avons décidé de nous unir pour résister à l'extrême droite, mais surtout, pour redonner de l'espoir aux millions d'hommes et de femmes qui vivent en France et qui n'en peuvent plus de la politique d'Emmanuel Macron. Précédés sur scène par des personnalités issues de la société civile, des syndicalistes, des élus, les leaders de la gauche ont martelé à l'unisson leur détermination à faire barrage à l'extrême droite, main dans la main, jusqu'au bout. Faisons ensemble ce serment de rester unis jusqu'à la victoire. Faisons ensemble le serment de ne jamais nous lâcher, de continuer ensemble quand ce gouvernement du Front populaire sera enfin au pouvoir. Sauf que cette unité pourrait bien déjà se craqueler. Si les organisateurs ont voulu écarter les querelles d'appareils lors du meeting, difficile pour le PS, EELV, communistes et certains LFI de passer outre la décision du parti mélenchoniste de ne pas réinvestir des députés sortants historiques comme Raquel Garrido ou Alexis Corbière. LFI est taxé d'avoir voulu purger ses dissidents à Jean-Luc Mélenchon. L'occasion pour François Ruffin de jeter un pavé dans la mare en soutenant directement Alexis Corbière. Chers amis, chers camarades, puisque nous sommes à Montreuil et ici, ce que vous appelez une élection, c'est en fait une primaire de la gauche, je veux dire mon plein soutien à mon camarade et ami Alexis Corbière. Et les dissensions ne semblent pas se tarir à 12 jours du premier tour des législatives. Notamment sur l'épineuse question du futur chef du gouvernement au cas où la gauche arriverait au pouvoir. Olivier Faure espère un vote des députés, une proposition balayée par LFI, voyant le ferment d'une future primaire de la gauche. Ce nouveau Front populaire est-il trop divisé pour gouverner? On en débat avec Bruno Cotrez, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Christelle Craplet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. La directrice de BVA Opinion. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir et bienvenue. Fondateur bonsoir. Et directeur d'Atlantico. Et Asdine Ahmed Chaouch, bonsoir. Bienvenue Asdine, vous êtes éditorialiste politique. Campagne éclair, Bruno Cotrez, évidemment. Très peu de temps pour faire des différences. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que cette union des gauches, elle crée une dynamique qu'Emmanuel Macron n'avait pas anticipée? Sans doute qu'il avait surestimé les divisions qui existent, les différences programmatiques qui existent. Et sans doute que le chef d'État a fait un pari un peu audacieux, que le fait que la liste de Raphaël Glucksmann arrive devant celle des Insoumis aux élections européennes allait un peu donner des ailes aux socialistes et leur donner envie peut-être de rejoindre, qui sait, la Macronie. C'est peut-être un des paris qu'a fait le chef de l'État.
pari audacieux, pari risqué. On voit que pour le moment, le chef de l'État avait sous-estimé sans doute la culture de l'union de la gauche, qui reste à gauche, malgré les divisions, malgré les noms d'oiseaux qui ont été prononcés, malgré même des fois des paroles un peu incroyables qui ont été dites au moment de la campagne des élections européennes. Et puis il y a une dimension aussi sans doute de stratégie. Les élections, c'est fait pour gagner des sièges. Les partis politiques sont des machines à gagner des élections. Et à un moment donné, il faut savoir s'organiser pour gagner des sièges. Et de ce point de vue-là, la candidature unique dans les circonscriptions, c'est effectivement bien vu. Et donc la première question qu'on se pose, c'est la question de la dynamique. Alors, un sondage IFOP, on va être très prudent, révélé ce lundi, donne le Rassemblement national à 33%, Nouveau Front populaire à 28%, le camp présidentiel à 18%. Christelle Craplet, je sais que BVA, vous ne faites pas encore de sondage, vous allez peut-être nous expliquer pourquoi. Est-ce que c'est trop tôt pour parler d'une dynamique, d'après vous ? Alors, ça traduit des rapports de force au niveau national qui sont intéressants et ça confirme l'avance du Rassemblement national. Après, pour commencer à avoir vraiment une idée de ce que ça va donner à l'Assemblée, il faut quand même prendre en compte les configurations locales, puisqu'en fait, ce sont 577 élections dans 577 circonscriptions. Parfois, LR est avec le RN, parfois avec Renaissance, parfois c'est un candidat du Front populaire mais étiqueté LFI, parfois PS. Tout ça joue, a une influence et c'est vraiment quand on aura cette configuration très précise, qu'on pourra la proposer aux interviewés, qu'on commencera à avoir vraiment une vision plus précise de la dynamique éventuelle et de ce que ça peut donner le 7 juillet au soir. On a entendu François Ruffin dans notre sujet d'ouverture. Un autre extrait que je vous propose, il rappelle le chemin parcouru en une semaine. En 7 jours, les partis se sont unis. En 7 jours, surtout, avant tout, nous n'avons pas encore gagné, mais nous avons gagné contre la pente du pire. Nous avons gagné contre la pente de la résignation. Nous avons gagné contre la pente du découragement. Nous avons gagné contre la pente de la division. Nous nous sommes réveillés contre l'apathie. Et, comme dirait Johnny, nous avons retrouvé l'envie. L'envie d'avoir envie. Voilà, Johnny, qui aurait été l'une des premières victimes de la politique fiscale du Nouveau Front populaire. Mais bon, ça, c'est pas forcément notre débat. Jean-Sébastien Ferjou, cet espoir dont parle François Ruffin, il y a quand même un constat qu'on peut faire, c'est la réalité de cet espoir chez les électeurs de gauche. Ça peut être une bonne planche d'appel pour des législatives. Il y en a deux. Ouais. Il y a l'union, et l'union, c'est un moteur puissant à gauche, même si la gauche a toute une partie, même la plus grande partie de son histoire, très divisée. Et puis le deuxième moteur étant l'anti-fascisme, entre guillemets, puisque c'est la vision qu'ils ont du Rassemblement national. Maintenant, l'union de la gauche en 1974, c'était aussi quelque chose de très, très transgressif. On l'a oublié vu de maintenant, parce qu'on le voit par le point d'arrivée. Mais à l'époque, les communistes, c'était quand même le parti de l'étranger, comme ça se disait, c'était l'URSS, c'était Moscou. On n'était pas certain de leur loyauté vis-à-vis de la République. François Mitterrand a su, malgré tout, en 1974 puis en 1980, réduire les communistes. La question qu'on peut se poser là maintenant, c'est est-ce que Olivier Faure et Marine Tondelier sont des adversaires à la taille de ce qu'était François Mitterrand par rapport à Georges Marchais. Parce que si on regarde le détail des circonscriptions, il y a certaines circonscriptions où effectivement l'union leur permet de gagner. C'est le cas d'Olivier Faure. Olivier Faure, sans LFI, il ne peut pas être élu. Mais il y a d'autres circonscriptions où une union où il n'y aurait eu que des communistes, des socialistes et des écologistes auraient eu des élus et probablement pas beaucoup moins que dans la configuration actuelle. Parce que là, ils ont quand même fait autre chose. Ils ont cassé leur arme fatale. Leur arme fatale depuis 40 ans, c'est d'expliquer qu'il faut un cordon sanitaire et un front républicain. Mais vu depuis l'électeur de droite ou de droite nationale ou d'extrême droite, je veux dire, mais pourquoi est-ce que moi je devrais me montrer, entre guillemets, m'imposer une discipline jusqu'à ne pas accéder au pouvoir, alors qu'eux s'assoient sur tous leurs principes, parce qu'il faut quand même le rappeler. Dans cette union-là, il y a le NPA, il y a un certain nombre de candidats antifascistes, etc., qui n'ont rien
mais vraiment rien de républicain, jusqu'à l'absurde. Imaginez François Hollande, le jeune candidat de la Nouvelle Garde investi à Avignon, c'est typiquement le genre de personne qui aurait brûlé Paris les 1er mai quand il y avait la loi El Khomri, la loi travail. Donc ça n'a aucun sens. Donc c'est les uns et les autres autour de la même table, vous nous dites que c'est une hypocrisie d'une certaine façon. Est-ce que vous c'est au-delà de l'hypocrisie. Oui, mais c'en est une vis-à-vis des électeurs dont je parlais. Je ne sais pas si le fait de fermer les yeux sur l'antisémitisme... Alors on va en parler plus tard, ça, si vous voulez bien. Sur fermer les yeux sur des gens qui décrédibilisent des institutions républicaines, sur des simulacres d'exécution de personnalités publiques. À mon sens, on est au-delà de l'hypocrisie. Au-delà de l'hypocrisie. Votre avis là-dessus, est-ce que c'est une tartufferie, Bruno Cotrez, cette union? Je ne pense pas que le mot tartufferie corresponde, parce qu'au fond, tartufferie, ça voudrait dire un projet cynique assumé. Oui, uniquement là pour gagner les sièges. De tromper. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, au fond, on avait déjà un peu le même débat au moment de la NUPES, il y a 2 ans. La NUPES, c'était à la fois déjà une coalition électorale. Une coalition électorale, c'est fait pour gagner des sièges, effectivement. Mais dans l'histoire de la gauche, Jean-Sébastien Ferjou vient de le rappeler, il y a toujours eu, au fond, des combats entre frères ennemis. La lutte fratricide entre communistes et socialistes, effectivement, on se rappelle plus ce que ça a été dans les années 70, l'épisode Liliane fait tes valises, on rentre. C'était quand même une vie politique avec des confrontations communistes-socialistes très fortes à l'époque, avec des divergences déjà sur l'économie, sur l'Europe. Déjà. Donc c'est pas nouveau de ce point de vue-là. Oui, mais la question d'équilibre, c'est ce qu'on évoquait, elle est importante. C'est-à-dire la force principale de cette union, où est-elle? Est-ce qu'elle est vers les sociodémocrates ou plutôt vers les plus radicales? Pour le moment, elle est clairement plutôt du côté des insoumis. Si on prend, ça change la donne. Voilà, si on prend les grands rendez-vous électoraux récents, élections présidentielles, dynamique de création de la NUPES qui est à l'initiative de la France insoumise quand même très largement. Et quand on voit le score, la géographie électorale, la sociologie électorale du mélenchonisme, on voit que sur l'élection présidentielle, la dernière élection présidentielle a traduit un écart considérable quand même entre les votes pour Jean-Luc Mélenchon, pour Yannick Jadot et évidemment pour Anne Hidalgo. Donc pour le moment, la dynamique, elle est plutôt... Mais à gauche, on est très dialectique. Et donc, dans l'idée de faire une coalition, il y a toujours chez chacun des deux ou trois partenaires de la coalition l'idée que peut-être c'est grâce à la coalition qu'on va pouvoir peut-être renverser la vapeur, reprendre le leadership sur la coalition. Et c'est de tout ça dont ça parle, toutes ces petites bisbilles d'aujourd'hui. Il y a quand même, on voit, quand on regarde cette photo de famille, un effort, celui peut-être d'effacer le personnage le plus clivant au repoussoir, Jean-Luc Mélenchon. C'est quand même important de le dire, c'est-à-dire on sent quand même qu'il y a un effort peut-être qui est fait à destination, je dirais, de l'électeur traditionnel de gauche, dit socialiste, parce qu'il n'est pas là. À Montreuil, il est quasiment à domicile, c'est-à-dire il a quand même des fervents supporters, et c'est vrai qu'ils ont pris quand même ce risque de l'écarter de la fête. Et je pense qu'effectivement, c'est un point clé parce que tout va se jouer un peu sur ce cœur d'électorat de Raphaël Glucksmann, qui a fait renaître un peu, on va dire, la social-démocratie et qui est pris un peu en étau là avec ces élections législatives. Quand on regarde un peu dans les enquêtes, il y a quand même une volonté très forte d'union chez les électeurs de gauche, malgré les divisions et les divergences qui restent et qui restent fortes. À voir en fait concrètement comment ces électeurs-là vont se comporter le jour J. Est-ce qu'ils vont faire fi de ça ou est-ce qu'ils vont se dire bon c'est terminé? Parce que quand même en même temps, ils commencent un peu à s'écorner. Et il y a une volonté de retrouver ce clivage gauche-droite alors qu'il est un peu tué dans l'œuf et en même temps, si je veux dire, c'est pas grave, on a le droit de prononcer cette phrase. Est-ce que quelque part, ça ne va pas recomposer un peu des nouveaux rapports de force, même si LFI arrive en tête, en redonnant aux socialistes un groupe qui a du poids et en essayant après les élections de reparler à ce cœur électoral. Jourdain, est-ce qu'il y a un tout sauf Mélenchon qui grandit à gauche quand même? C'est quand même clairement une figure beaucoup plus repoussoire, y compris auprès des électeurs socialistes ou écologistes. Clairement, la figure de Jean-Luc Mélenchon, si elle ressurgit à l'issue des législatives, ça posera quand même un souci. Alors, je vous redonne la parole, mais sur cette question de l'incarnation, qui pour aller à Matignon en cas de victoire, je vous propose d'écouter la solution proposée par le Premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. Moi, je souhaite que ce soit l'ensemble de celles et ceux qui formeront cette nouvelle majorité, qui puissent se retrouver au lendemain du 7 juillet et qui puissent ensemble désigner celui ou celle qui sera le mieux placé pour répondre à une situation qui sera une situation compliquée. Comment prendrez-vous la décision? Est-ce qu'il y aura un vote? Oui, moi je souhaite un vote. Vous souhaitez un vote? En avez-vous eu la garantie? Mais il y aura un vote parce que de toute façon, c'est la seule façon d'arbitrer. Moi, je ne connais pas d'autre façon d'arbitrer.
Bruno Cotresse, que vaut cette proposition d'Olivier Faure ? Pour le moment, elle vaut ce que Olivier Faure nous dit. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr qu'elle fasse consensus. Surtout avec les Insoumis, on voit qu'évidemment, l'idée générale étant de court-circuiter l'argument des Insoumis, qui est, mais de toute façon, on va avoir plus de députés. Donc il est normal, pensent les Insoumis, que celui qui a le plus de députés, il lui revienne la charge de composer un gouvernement. Et du côté d'Olivier Faure, on essaye de tirer l'argument qui est celui de l'union. Mais si on est unis, c'est que les uns ont eu besoin des autres, les autres ont eu besoin des uns. Et si des insoumis sont élus, c'est aussi que des communistes, des socialistes, des écologistes électeurs ont voté pour. Et donc, il est normal qu'on rebatte les cartes. La ficelle est un peu grosse, je trouve, tendue par Olivier Faure. Et je me suis demandé ce matin en me disant, est-ce qu'il aurait dû sortir cet argument à ce moment-là ? C'est trop tôt ? C'est un peu trop tôt, parce qu'évidemment, il a montré son jeu, d'une certaine manière, et il a battu une carte peut-être un peu rapidement. J'en sais pas. Alors, il y a une question, alors peut-être qu'elle n'intéresse que nous, c'est l'hypothèse d'un débat télévisé. Il faudra bien quelqu'un pour incarner le nouveau Front populaire, Sébastien Ferjou. C'est pas totalement anodin non plus. Oui, effectivement, mais y aura-t-il un débat, télévisé ? C'est toute la question. Elle n'est pas tranchée, me semble-t-il. Peut-être d'ailleurs à cause de l'absence d'incarnation. Probablement à cause de cette incarnation, parce que oui, je rejoins ce qui a été dit. L'envie d'union, elle est très forte, mais enfin jusqu'au moment où les gens verront s'étaler sous les yeux la réalité des combines politiques qu'il y a derrière. On l'a vu hier soir. Hier soir, la soirée a été faite de dissensions. Regardez la polémique qui s'est installée autour des propos prêtés à Alexis Corbière. Oui, qui a traité. Alors c'est pas des noms d'oiseaux, c'est plutôt des noms de poissons de Mathilde Panot. On va peut-être pas forcément répéter. Alors, ce que lui dément, et quand on écoute la vidéo dans le détail, il semblerait qu'il ne parlait pas de Mathilde Panot, qu'il n'était pas en train de la traiter de poissonnière, qu'il parlait de Daniel Simonet en disant que c'était un bulldozer susceptible de gagner, Daniel Simonet. Mais bref, oui, mais c'est tout sauf anodin. C'est révélateur du climat. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il ne faut pas sous-estimer que le cœur de la France insoumise, ce sont des lambertistes et le Parti ouvriériste international, c'est-à-dire des trotskistes les plus durs des trotskistes. Est-ce qu'Olivier Faure et Marine Tondelier sont de taille à faire face à ce type de combinaison-là ? Parce que, comme je vous le disais, ils ne sont pas François Mitterrand. Dans la répartition des circonscriptions, on voit bien qu'ils se sont parfois fait un peu plumer, faute d'avoir véritablement maîtrisé les circonscriptions qui leur étaient le plus favorables. Et cette question-là, elle est quand même majeure, parce que du point de vue des électeurs de gauche, ça peut être une chose. C'est un peu la même question que pour un certain nombre d'électeurs de droite. Vous voyez bien que la configuration François Mitterrand président avec 4 ministres communistes, elle ne produit pas le même effet que Georges Marchais président avec 4 ministres socialistes. Et c'est exactement cette question-là, je pense, qui finira par se poser à minima dans l'entre-deux tours, y compris pour les électeurs de gauche. D'autant que c'est un peu, il ne faut pas sous-estimer le fait, ce sont des gens qui ont 1917 en tête. 1917, c'est la révolution, le premier temps, c'est les mencheviks et les bolcheviks, c'est-à-dire les socialistes et les communistes. La révolution de novembre, qu'est-ce qui se passe ? C'est les communistes qui bouffent les socialistes. C'est ça la référence de Jean-Luc Mélenchon. Et après, on peut passer à la jurisprudence Téhéran 1979. L'étape d'après, c'est les alliés islamistes, parce qu'ils sont présents dans cette union. Ils sont présents dans cette union. C'est les alliés islamistes qui finissent par bouffer les autres. On en parlera dans un instant de cette question. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette référence historique ? Je souriais parce que ça me rappelait un cours que j'ai suivi à Sciences Po. Sur la question de la révolution bolchevique de 1917. Alors c'est vrai que dans les matrices intellectuelles de la gauche, il y a un certain nombre de grandes références, la Révolution française, la Révolution de 1917, mais c'est quand même un peu loin, en tout cas du cœur des militants. Pas des électeurs. Voilà, des électeurs. Non, ça n'intéresse pas les électeurs. Moi, je parle de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est vrai. Compris. Et c'est vrai que du côté des électeurs, je rejoins ce qui a été dit, le souhait d'unité est très important. Je rappelle l'épisode primaire populaire de 2022 qui traduisait cette demande d'unité, et dans la culture politique de la gauche, dans les grands événements dont se rappellent les électeurs, les générations de militants, il y a toujours effectivement cette idée que la gauche unie, même si elle est en désaccord, eh bien elle arrive à de grands résultats. 1981 en particulier, qui reste toujours à gauche quand même une référence très 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 importante. Oui. Toujours sur l'incarnation, Christelle Craplet, est-ce que vous avez testé les grandes figures de ce nouveau Front populaire dans la perspective d'un passage à Matignon ou pas ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore un Jean-Luc Mélenchon qui écrase tout ?
ou pas? Alors pas dans la perspective de Matignon, parce que Jean-Luc Mélenchon est celui qui est le plus connu, mais c'est aussi le plus clivant. Oui. Donc j'ai vu effectivement dans certaines enquêtes, ils sont testés comme qui ferait un bon Premier ministre. Oui. Et donc il est loin d'être en tête de classement. Jordan Bardella a des meilleurs scores. Et surtout, c'est celui qui obtient le plus de pas du tout. Score, oui. Donc il est très très clivant et très rejeté, y compris, comme je disais tout à l'heure, à ma gauche. question, qui n'était peut-être pas bien posée, c'est est-ce qu'il y a d'autres figures de gauche dans ces classements? Il n'y a pas tellement d'autres figures. Alors on les teste, nous, régulièrement dans nos baromètres, mais il y a quand même un fort déficit de notoriété, y compris pour Marine Tondelier et même Olivier Faure. Il y a Ruffin qui émerge un petit peu plus quand même et qui apparaît un peu moins clivant, un peu plus consensuel auprès des électeurs de gauche. Alors François Hollande, il revient dans les enquêtes en termes de popularité, notamment chez les électeurs PS. Après, est-ce que ça veut dire que les gens ont envie d'un retour de la politique et de la figure de François Hollande? Je ne sais pas, mais en tout cas, en termes de popularité... Chez les Insoumis, on peut en douter. Voilà, chez les Insoumis, non. Non, mais le binôme Macron-Hollande... mais il revient dans les enquêtes, effectivement... Dans le classement près, ils sont un peu perdus, les électeurs PS. Dans les personnalités qui me placent en tête, vous aviez pendant très longtemps Édouard Philippe. Donc voilà, ils sont un peu perdus. Asdine, vous êtes parti à la recherche de grand disparu de la gauche depuis 10 jours, c'est Raphaël Glucksmann. Oui, c'est le grand paradoxe de cette campagne express des législatives. Annoncé comme le grand vainqueur à gauche lors des européennes, Raphaël Glucksmann ne participe pas à la grande recomposition de cette même gauche, alors qu'elle semble donc revenir en force. Alors déjà, on observe une diète médiatique de celui qui aime habituellement les plateaux et les studios de radio. Depuis son interview sur France Inter jeudi dernier, pas de grande prise de parole. Vu les circonstances électorales, c'est une éternité. Sur X, ancien Twitter, c'est une moyenne de moins d'un post par jour. J'essaie de faire une petite moyenne comme ça. C'est très faible. Et puis hier, je suis allé constater ça de moi-même. Vous savez, en tant qu'habitant de Montreuil, je suis allé faire un petit tour comme ça avec ma fille au grand meeting du nouveau Front Populaire avant le match des Bleus. Eh bien, j'aurais pu chercher longtemps. Il n'y était pas. On parlait tout à l'heure de Jean-Luc Mélenchon. C'est lui aussi le grand absent du meeting. Oui. Est-ce que ça veut dire que Raphaël Glucksmann rejette pourtant ce nouveau Front Populaire? Ça veut surtout dire qu'il est totalement piégé parce qu'il a construit lors des européennes une gauche raisonnable, se rapprochant du centre et en rejet d'une certaine radicalité de la France insoumise. Donc difficile pour lui de s'afficher aux côtés de Mathilde Panot, Manuel Bompard. Pour Jean-Luc Mélenchon, je n'en parle même pas. C'est pour ça qu'il est peu probable de le voir dans une photo de famille avec le noyau dur insoumis. Et dans le même temps, lui qui a toujours fait de la lutte contre l'extrême droite son cheval de bataille, il se retrouve dans une situation en fait très inconfortable. On aurait dû le voir aux premières loges de ce combat électoral. Il choisit pourtant le mutisme et la discrétion. Les querelles politiques ont donc pris le dessus sur le combat d'une vie. On se projette, que peut-il faire, que va-t-il faire après le second tour des législatives? Imaginons 7 juillet à 20h01, 3 scénarios possibles. Si la gauche gagne, il ne sera pas de la fête, puisqu'il aurait été le grand absent. Donc délicat de l'imaginer dans un gouvernement d'une alliance qui n'accepte pas vraiment. Si le RN gagne, il sera pointé du doigt et accusé de mollesse ou ne pas avoir su mettre de côté ses inimitiés au profit de l'intérêt supérieur de son camp. En réalité, le scénario qui lui est le plus favorable, c'est un statu quo avec un nouveau gouvernement macronien. Il resterait l'un des leaders de la gauche et l'extrême droite ne serait pas au pouvoir. En tout cas, pour avoir une chance de le croiser, le député européen Glucksmann, ces prochaines semaines, il est peut-être préférable d'aller traîner à Bruxelles ou à Strasbourg. On vient au dimanche soir, Bruno Cotresse. Raphaël Glucksmann a-t-il été dépossédé de son succès par les classiques du PS, Olivier Faure en tête? S'il n'y avait pas eu l'annonce de la dissolution, on n'aurait pas toutes ces discussions. C'est vrai que c'est un peu l'annonce de la dissolution qui a même, d'une certaine manière, volé la vedette au sujet principal du jour, qui était quand même l'Europe. C'est-à-dire que depuis le 9 juin, on ne parle plus de l'Europe. Et on ne parle pas des résultats des élections européennes. Nous, on l'a fait un peu, mais à peine du nouvel équilibre au Parlement. Voilà, heureusement, certaines chaînes, dont la vôtre, ont parlé des résultats des européennes dans les autres pays. Mais c'est vrai que la question de l'Europe, qui est lui son cheval de bataille, qui est vraiment le combat de sa vie, nous a-t-il dit, pendant la campagne, on a toutes les raisons de croire dans sa sincérité lorsqu'il le dit. Ce n'est pas une position qu'il défend depuis ces dernières élections. Donc c'est vrai qu'on voit que ça, c'est le thème qui a un peu disparu. Et Raphaël Glucksmann a du mal, visiblement, à trouver effectivement sa place dans cette nouvelle coalition de la gauche. Rappelons quand même qu'il avait appelé de ses voeux Laurent Berger à Matignon. Oui. On ne peut pas dire que pas sûr que Laurent Berger était totalement d'accord. D'accord, ou peut-être tenu au courant, je ne sais pas, mais en tout cas... Il a été tenu au courant, mais je ne suis pas sûr qu'il était d'accord. Visiblement, l'ancien leader de la CFDT... Est-ce que vous pensez qu'il aurait imaginé le centre de gravité plutôt une alliance avec Macron? C'est possible d'imaginer ça pour Raphaël Glucksmann? Il a eu quand même des prises de position très nettes sur son engagement à gauche pendant la campagne. Donc on n'imagine pas Raphaël Glucksmann ayant fait campagne sur la liste Parti Socialiste, Place Publique,
d'un seul coup dire il faut rejoindre le camp Macron, en tout cas pas dans cette séquence-là, pas dans cette séquence. Sébastien. Et surtout, moi, je crois que c'est la vengeance de l'ancien monde, parce que la question que vous posez, elle est très nouveau monde, finalement. C'est comme si les partis, tout ça, ça n'existait absolument pas, et que des personnalités très médiatiques pouvaient réussir à structurer le champ politique. Mais ça ne marche plus, on le voit bien. C'est ce qui s'était passé avec Emmanuel Macron en 2017. C'est ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron, mais regardez, la faiblesse de Clémentine Autain ou de François Ruffin, c'est précisément qu'ils ne tiennent pas à l'appareil de la France insoumise. Raphaël Glucksmann ne pouvait rien faire à partir du moment où le PS a décidé de faire autre chose que lui, parce que l'argent et les investitures, c'est pas lui qui allait les donner. Ce n'est pas lui qui allait les donner. Et donc le fait de tenir un appareil de parti, regardez ce qu'a fait Éric Ciotti, ça continue à compter encore plus dans un environnement où finalement tout est un peu flou et incertain. Et c'est là où la France insoumise garde une force. C'est pour ça que c'est la force quand même qui garde l'allant à gauche, c'est qu'elle fait de la politique à l'ancienne. Elle fait de la politique en visant des blocs sociologiques. La France insoumise, c'est quasiment la seule qui forme ces jeunes militants, qui leur fait lire des livres, qui les instruit en quelque sorte. Les autres font de la politique marketing en s'adressant à des individus atomisés et en se disant que l'air du temps du moment va suffire à générer une majorité sur leur nom. Mais on voit bien avec Emmanuel Macron que ça n'a pas marché. On peut générer une majorité sur son nom à un instant T, mais ça ne structure pas le champ politique après, ça ne construit rien. Donc Emmanuel Macron n'était pas responsable de l'état de la gauche et de la droite, il est responsable de n'avoir rien reconstruit, de n'avoir pas donné de contenu à son fameux bloc central, parce que c'est ça qui est en train de s'effondrer aujourd'hui. Alors, il y a une critique qui est exprimée notamment par les milieux économiques, le patronat qui était resté très discret depuis la décision d'Emmanuel Macron et est monté au créneau sur le coût du programme économique du nouveau Front populaire. Information qui nous vient de nos confrères de l'AFP en cette fin d'après-midi de mardi. Il est évalué à 106 milliards d'euros de dépenses sur 3 ans, chiffrage réalisé par la socialiste Valérie Rabault, ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale. Voilà, c'est ce qu'elle dit dans un entretien au journal Les Échos mis en ligne ce mardi après-midi. Est-ce que cette critique en irresponsabilité ou en décrochage, attention au décrochage économique de la France, c'est une critique qui pèse, que vous voyez prendre forme au sein de l'opinion française? Non, pas vraiment. J'allais en dire, des électeurs de gauche attendent une politique de gauche et les électeurs du Rassemblement national veulent que ça change. Et là où la difficulté pour le camp de la majorité présidentielle, qui est normalement de jouer sur ce facteur de crédibilité, c'est qu'eux-mêmes ont été quand même un peu attaqués pour le fait de ne pas avoir non plus été très exemplaires sur le plan des dépenses publiques, d'avoir une baisse de la note. Et ce qui fait qu'ils sont un peu gênés et ils perdent un peu en crédibilité sur cet argument. Ce que veulent les Français, en fait, ça on le voit dans toutes les enquêtes, c'est du changement dans leur quotidien. Et le pouvoir d'achat reste leur principal souci. Et on a beau leur dire que c'est pas crédible, ils ont le sentiment que toutes les politiques qui ont été menées, peut-être qu'elles sont très crédibles, qu'elles sont très orthodoxes sur le plan économique, mais eux, ils y trouvent pas leur compte. Donc je suis pas sûre que ces arguments-là aient beaucoup d'écho, en tout cas dans l'ensemble des Français. Le pouvoir d'achat, quand on regarde depuis 2020, depuis le Covid, le pouvoir d'achat des Français a progressé. Il a progressé de plus 5,7%, alors que la productivité chuté de 6%. Et ça, ce sont les chiffres macroéconomiques, ça, Jean-Sébastien. Non, mais je sais bien que c'est il y a le ressenti. Laissez-moi aller au bout pour voir là, je voulais en venir. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on a acheté cette protection-là? Je sais bien que c'est dur à entendre pour des gens qui ont des problématiques de pouvoir d'achat, mais si vous avez une crise énergétique, de toute façon, vous avez une crise énergétique. Si demain il y a un choc pétrolier, il y a un choc pétrolier. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que les macronistes ont d'autant moins d'arguments. Il n'y a pas que le fait que les finances publiques se soient envolées, c'est qu'ils ont acheté ce pouvoir d'achat. On l'a acheté à crédit. Mais exactement, c'est-à-dire que toute la promesse initiale du macronisme qui était de dire il faut faire grossir le gâteau plutôt que de le découper différemment, elle n'a pas été tenue. Depuis 2020, ça a été uniquement une politique du chèque, des chèques énergie. C'est pas la dette Covid que nous sommes en train de payer. Ce sont tous les chèques de la crise inflation. Et donc on a préservé le pouvoir d'achat des Français, non pas en sachant aller chercher de la croissance, mais en faisant des chèques. Cette stratégie-là, elle a des limites, sauf que ça entretient les Français dans l'idée que c'était possible. L'argent magique, ils en ont retenu que c'était possible. On va parler de la question du Hamas dans un instant. Peut-être un mot là-dessus, Bruno Cotrez. C'est pas seulement le ressenti subjectif, c'est aussi que c'est une moyenne qui est donnée. Au niveau national, le pouvoir d'achat a augmenté. Mais ça ne veut pas dire que ça se répartit également sur tous les individus. Et donc, il y a des individus qui disent « je ne comprends pas, je ne vois rien sur moi ». Ou d'autres qui disent « je vois un tout petit peu », mais c'est vrai que pour ceux qui ont des salaires bas, même
progression du point d'achat, ça ne les sort pas de la galère. Donc c'est ça, au fond, le vrai problème. Alors au niveau de la moyenne nationale, ça fait un chiffre intéressant, mais c'est aussi parce qu'il y a des gens qui en profitent encore davantage. Donc c'est ça le ressenti. Et les gens disent, je ne comprends pas, l'exécutif me dit, je fais des choses pour vous et je ne vois rien. Et c'est pas seulement que les gens sont dans l'attente de quelque chose de merveilleux ou ont du mal à intégrer, c'est qu'il y en a certains qui ne voient vraiment rien. Ils constatent que des choses qui ne leur coûtaient rien avant commencent à leur coûter de l'argent. C'est-à-dire que si vous êtes obligé d'avoir une alarme chez vous, si vous êtes obligé de payer une école privée à vos enfants, si vous êtes obligé de payer plus cher les médecins parce que les hôpitaux, ça ne fonctionne plus, tout ça, ça compte. Et pour des gens qui ont un pouvoir d'achat justement très contraint, et encore plus avec l'immobilier, parce que comme on a fait n'importe quoi en matière de politique monétaire, ça a fait flamber les taux, donc on ne construit plus, et les réglementations sur l'isolation ont fait chuter l'offre locative, donc parce que l'immobilier, c'est majeur dans le pouvoir d'achat. Oui, et ça, c'est aussi un bilan catastrophique. C'est un quart du budget des Français. Ben oui, mais c'est un bilan aussi catastrophique du macronisme. Assez oublié par pas mal de personne n'en parle dans les programmes. On ne voit pas grand-chose sur les programmes en matière de logement. Allez, comme promis, on va évoquer parmi les points de négociation entre ces partis de gauche qui forment le nouveau Front populaire. La question du Hamas, on en parle avec Yann Effelé tout de suite. Bonsoir Yann, bienvenue à vous. Les différents partis du nouveau Front populaire qui étaient assez éloignés, qui n'avaient pas du tout les mêmes positions sur le Hamas. Oui, pour bien comprendre, il faut faire un bond en arrière. On revient au 7 octobre, vous le savez, c'est le jour où le Hamas lance son attaque terroriste sur Israël. Plus de 1000 personnes meurent, 252 personnes sont prises en otage et le jour même, la France insoumise publie un communiqué. Et ce communiqué met en parallèle le massacre qu'il qualifie d'offensive armée de forces palestiniennes avec une intensification de la politique d'occupation israélienne. Jean-Luc Mélenchon, lui, tweet « La violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même ». Louis Boyard, député LFI, trop longtemps que la France renvoie dos à dos la violence de l'État israélien et celle de groupes armés palestiniens. Je rappelle que ce tweet est publié le jour même du massacre. Ils ne sont pas isolés. De nombreux élus insoumis refusent de qualifier le Hamas d'organisation terroriste et ça toujours aujourd'hui. Il y a encore plus explicite, c'est la position du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Oui, et là c'est le jour même, toujours le 7 octobre, le parti de Philippe Poutou publie ce communiqué qui refuse d'appeler, je cite, à la désescalade. La gauche devrait se rappeler de la nécessaire solidarité avec les luttes de résistance contre l'oppression et l'occupation. Le NPA rappelle son soutien aux Palestiniens et aux moyens de lutte qu'ils et elles ont choisi pour résister. Vous l'avez compris, là, on n'est plus dans l'absence de condamnation, on est dans le soutien au Hamas. Le parti est d'ailleurs sous le coup d'une enquête pour apologie du terrorisme à cause de ce communiqué. Et alors, de leur côté, le Parti socialiste, les communistes avaient condamné sans ambiguïté les massacres terroristes du 7 octobre. Comment se sont-ils finalement tous mis d'accord pour former ce nouveau Front populaire? Oui, ça avait été un point de rupture même de la NUPS. Fabien Roussel avait appelé en octobre à former un nouveau type d'union. Olivier Faure avait proposé un moratoire sur la participation de son parti à la NUPS. Mais voilà, avec les nouvelles élections législatives, les partis ont cherché un compromis avec des lignes rouges d'emblée formulées notamment par Raphaël Glucksmann et le PS, l'absence d'ambiguïté sur la condamnation des actes du 7 octobre. Et on a vu que ce n'était pas la ligne de tous les partis à gauche. Alors dans leur programme, la formulation qu'ils ont choisie, c'est la suivante: agir pour la libération des otages détenus depuis les massacres terroristes du Hamas. C'est donc les massacres qui sont qualifiés de terrorisme, et non le Hamas lui-même. Un mot aussi sur l'antisémitisme. Jean-Luc Mélenchon, il y a encore quelques semaines, le qualifiait de résiduel sur son blog. L'accord à gauche parle d'une explosion inquiétante des actes racistes, antisémites et islamophobes. Le programme promet également de rompre avec le soutien coupable, je cite, du gouvernement français au gouvernement suprémaciste d'extrême droite de Netanyahou pour imposer un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Et la gauche veut aussi la reconnaissance immédiate de l'État de Palestine et un embargo sur la livraison d'armes françaises à Israël. Merci beaucoup Yann Effelé pour ce point très complet. Le terrorisme du Hamas, Christelle Craplet, c'est quoi? C'est le point de division le plus fort au sein de ce nouveau Front populaire? C'est un des points très importants et qui a été particulièrement présent pendant la campagne des européennes parce que aussi la France insoumise en a fait un axe majeur de sa campagne. Et nous, alors on regardait dans les enquêtes, pendant très longtemps ça jouait pas beaucoup et globalement les questions internationales n'ont pas constitué un motif important de vote, sauf auprès d'un seul électorat qui est l'électorat LFI, notamment en fin de campagne. Nous, dans notre dernière enquête juste avant le scrutin, on voyait que les électeurs qui voulaient voter pour la liste de Manon Aubry disaient qu'ils en tiendraient beaucoup compte. Donc ça a joué, ça a contribué sans doute aussi à ce petit regain
regain de mobilisation sur la dernière ligne droite. Avec les 10%. Et donc ça a manifestement touché le cœur de cible auquel ça s'adressait. Votre avis, Jean-Sébastien Ferjou, sur cet accord on voit bien que les mots ont été regardés de près, négociés de près pour réussir à parler du Hamas tous ensemble. Oui, mais enfin, pour le coup, c'est une vaste fumisterie. Je veux bien qu'on écrive ce qu'on veut dans un accord, mais regardez les choix de candidats qui ont été faits, par exemple, pour remplacer les dissidents. Une des raisons pour lesquelles ils étaient des dissidents, Raquel Garrido, Alexis Corbière, Henrik Davy et d'autres, c'était parce que précisément, ils ont condamné très fermement l'antisémitisme et les dérives d'une partie de la France insoumise. Quand on remplace Raquel Garrido par un candidat qui n'a cessé de dire que Raphaël Glucksmann était un sioniste de droite, enfin, de toute façon, dans toutes ses déclarations, on comprend qu'en réalité, il lui reproche d'être juif, pas uniquement d'être sioniste, en plus, et d'avoir soutenu Benjamin Netanyahou, ce que Raphaël Glucksmann n'a absolument jamais fait. Mais on voit bien que la confusion est faite. Il a un nom à consonance juive, donc il est juif, donc il soutient forcément un gouvernement d'extrême droite, donc il soutient forcément un génocide. Mais tout ça, est-ce que vous croyez sérieusement que parce qu'ils ont réussi à leur faire écrire je ne sais quoi dans un accord, ça change structurellement la pensée de la France insoumise? Enfin, je veux dire, c'est comme quand Marine Tondelier avait invité Médine aux universités d'été, qui fait des blagues antisémites, et puis on va lui expliquer que c'est pas bien d'être antisémite. Oui. Ah, ben, il a été sûrement convaincu. Oui. Bruno Cotresse, alors sur cette partie de la France insoumise, je suis assez d'accord avec vous, mais sur l'électorat des gauches, est-ce que ce point qui a plutôt réussi, on l'a bien compris, à la liste Manon Aubry aux européennes, c'est un point de division. Mais il a bien réussi à Raphaël Glucksmann, pris dans l'autre sens. Oui, dans l'autre sens, on peut être d'accord. Ou d'hésitation à voter pour cette nouvelle union, vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas sûr que ça emporte la décision, parce qu'il y a une dynamique d'union. La gauche a le sentiment, depuis maintenant plusieurs années, au fond, fondamentalement depuis 2016, lorsque François Hollande jette l'éponge, et que la gauche va au fond vivre 2 élections présidentielles difficiles, Benoît Hamon, Anne Hidalgo. La gauche, elle est en recherche quand même, comme toutes les formations politiques ou les camps politiques, d'une victoire à un moment donné, ou de quelque chose qui projette quelque chose de positif. Je rappelais tout à l'heure l'épisode de la primaire populaire, qui était quand même très révélateur de ce... On en revient au tout début du débat, très révélateur de ce point de et à vue-là. l'intervention de François Ruffin, cet espoir qui naît. Voilà, par contre, c'est un peu plus compliqué au niveau des électeurs. Au niveau des électeurs, toutes les familles politiques de la gauche, écologistes, communistes, socialistes, insoumis, partagent quand même un ciment assez unificateur qui est un socle de valeurs d'une société de la tolérance, globalement, on va dire. Donc ils ne sont pas à l'aise, évidemment, quand ils voient des leaders de leur formation politique qui utilisent un répertoire de mots, une sémantique qui s'éloigne de cette idée de la tolérance. Et dans l'ensemble de la gauche, il y a quand même toujours eu une position qui était les 2 États, il faut qu'il y ait un État palestinien. Voilà. Alors, après que ça soit des éléments programmatiques, problématiques, s'ils siégeaient ensemble à la table du Conseil des ministres et qui doivent incarner la voix du pays, là, oui, effectivement, il y aura un effort pour aller au-delà. C'est l'impact sur les autres électeurs, parce que les autres électeurs, imaginez un duel de 2e tour, LFI, LFI notamment, justement, si c'est un candidat insoumis vraiment qui se présente au nom du nouveau Front populaire face au Rassemblement national. Vous avez des tas de circonscriptions où avant, les électeurs auraient probablement fait barrage au Rassemblement national. Est-ce que vous croyez que là, en ayant ce spectacle-là sous les yeux, ils continuent à le faire ? On aura la réponse le 7 juillet. Peut-être vous pourrez répondre. Christelle Craplet, Azine, vous voulez intervenir? Oui, est-ce qu'Emmanuel Macron, il n'a pas justement fait son pari d'une impossibilité de l'alliance de la gauche autour de cette question de Gaza et du Hamas, en se disant jamais la gauche, au lendemain justement, enfin, quand il a annoncé la dissolution, est-ce que là il s'est dit c'est impossible de Glucksmann à Mélenchon, ça sera impossible? Est-ce que vous pensez que cette question du Hamas... On a déjà un peu répondu sur, pardon Azine, sur le choix d'Emmanuel Macron, mais en revanche on peut poser la question sur l'après, sur le 8 juillet. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a la possibilité que finalement cette coalition explose assez vite et que donc Emmanuel Macron réussisse à regrouper certains des acteurs, bon, moi j'ai des doutes, mais du nouveau Front populaire dans un gouvernement, un arc républicain, un gouvernement d'union nationale. La durée de vie des mecs que chacun prête à Emmanuel Macron. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs choses. Est-ce que le Front républicain va fonctionner dans le cas d'un duel RN, gauche, où c'est le candidat éthique D'ailleurs, LFI? ne va-t-on plus un Front républicain? Je ne suis pas sûre. Effectivement, on voit bien quand même ces dernières années que ça fonctionne un peu moins bien. Donc c'est la première question. Est-ce que l'union
après le 7 juillet va perdurer, notamment quand ces sujets vont réapparaître, c'est la deuxième question. Et que vont faire les électeurs? Parce que certes, Emmanuel Macron a parié sur ça, mais globalement, pour l'instant, l'argument de tout, enfin moi contre le RN, moi contre les extrêmes, ne fonctionne plus. Les gens, y compris qui s'interrogent sur ce Front populaire, sur LFI, ne vont plus. C'est Emmanuel Macron, donc ils sont peut-être juste orphelins. La question que vous posiez, Thomas, sur l'après, justement, elle est très très liée à la durée de vie que chacun prête à Emmanuel Macron. On voit bien qu'il y a des gens qui se projettent déjà dans autre chose. François Hollande, il revient parce qu'il pense que peut-être en septembre, Emmanuel Macron ne sera plus président de la République, ou en décembre. Il a dit que ça n'est pas nécessairement... qu'il ne démissionnerait pas, mais bon. Oui, mais enfin, il peut ne pas le penser ou ne pas le dire maintenant et y être contraint par les circonstances. Ça n'est pas un scénario totalement impossible. Et donc, parce que quoi qu'il en soit, il n'est plus dans le jeu. Quoi qu'il en soit, son avenir est derrière lui. Et donc, dans un monde post-Emmanuel Macron, est-ce que vous avez encore un bloc central ou est-ce que vous avez un espace qui se reconstitue à gauche et un espace qui se reconstitue à droite? Parce que la réponse pour l'alliance entre les LR et le Rassemblement national, elle se joue là-dessus et c'est exactement la même chose pour la gauche. Oui. Bruno Cotresse, ce trou de souris, c'est une expression qu'on a souvent employée pour François Hollande. Est-ce qu'il peut servir à Emmanuel Macron? Ça semble quand même très compliqué parce que ou alors il faudra quand même que du temps se passe, parce que les députés socialistes qui vont être élus dans ces élections législatives de 2024, ils vont être élus sur la dynamique de ce nouveau Front populaire. C'est-à-dire qu'ils vont être élus grâce à des électeurs qui ne partagent pas le point de vue du Parti socialiste, mais qui vont jouer le jeu. Et donc il me semble presque impossible aux dirigeants socialistes, quelques heures, quelques semaines après, de dire non, finalement, on s'est trompé quand on vous a dit de nous élire sur cette base-là. Finalement, on va avec Emmanuel Macron. Ça me semblerait, du point de vue de la clarification politique et de l'image du parti, pas optimal. Voilà, il faut que du temps se passe, qu'on ait le temps d'expliciter aux électeurs. Et ça ne s'est pas passé avec les LR. Voilà, qu'est-ce qui ne va pas? Tout ça prend du temps pour que ça soit une histoire un peu crédible. Et les LR qui ont été élus en 2022, qui s'étaient fait élire dans leur circonscription sur une posture très anti-Macron, même si les leaders du parti pouvaient être tentés de négocier une coalition, etc., les députés ne le souhaitaient pas. Donc je pense qu'on est dans la même configuration. Ouais. Alors je reste sur le... On l'a un peu évoqué, les accusations d'antisémitisme contre une partie de la France Insoumise. Écoutez la réponse de Manuel Bompard, le coordinateur national de LFI. On évite les campagnes de caricatures complètement folles. Écoutez, il n'y a rien, personne, je vais le dire une bonne fois pour toutes quand même. La France Insoumise, le nouveau Front populaire, s'engage dans la lutte contre toutes les formes de racisme, contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie. Et vous pouvez, à longueur de journée, venir jeter des anathèmes sur les uns et sur les autres, mais soyons clairs, l'antisémitisme, c'est un délit en France. Donc si l'un d'entre nous devait avoir tenu des propos que d'autres considèrent comme étant des propos antisémites, alors ils doivent porter plainte devant les tribunaux et ils doivent les condamner. Sauf que la vérité, c'est qu'il n'y a jamais eu aucune plainte déposée contre qui que ce soit dans la France Insoumise pour antisémitisme et que donc, bien évidemment, personne n'a jamais été condamné. Mais donc vous assumez... Aucune condamnation d'insoumis pour antisémitisme. Je vous redonne la parole juste après Jean-Sébastien Ferjou. Est-ce que ça dédouane pour autant cette partie du camp insoumis? Non, je trouve qu'il serait mieux vu pour le leader des Insoumis de dire que s'il avait connaissance, lui, de tels propos, il se chargerait de les mettre dehors de son mouvement politique. Ça, je pense que déjà, ça serait plus clair, plutôt que de dire qu'ils portent plainte et qu'ils obtiennent gain de cause devant les tribunaux. Jean-Sébastien Ferjou. Pour avoir eu exactement ce débat-là face à Manuel Bompard, je lui avais répondu, mais que ne portez-vous plainte contre ceux qui disent que vous êtes antisémite, puisque vous êtes si certain de ne pas l'être? Et il n'y a pas de plaintes qui ont été déposées. Et pourtant, il y en a des gens qui ont dit qu'un certain nombre... Et moi, je fais bien la distinction entre certains à la France Insoumise et la France Insoumise. Je pense que ça n'a pas de sens de dire que la France Insoumise, et encore moins les électeurs de la France Insoumise, seraient en masse antisémites. En revanche, il y a de l'antisémitisme. David Guiraud, quand il emploie l'expression « dragon céleste » qui est sur les réseaux sociaux, ça fait référence à un manga, mais peu importe, c'est une manière de désigner les juifs. Le nombre d'expressions, les champs sémantiques employés, les imaginaires. Je vous parlais tout à l'heure du candidat présenté par la France Insoumise à la place de Raquel Garrido. Quand vous regardez toutes les déclarations qu'il a faites sur Raphaël Glucksmann, il
il y a de l'antisémitisme. Donc si Manuel Bompard veut attaquer ceux qui disent qu'il y a de l'antisémitisme à la France insoumise, mais qu'il le fasse. Moi, ce que je constate, c'est que quand Amin El-Khatmi, l'ancien président du Printemps républicain, a traité Jean-Luc Mélenchon d'ordure antisémite, Jean-Luc Mélenchon a attaqué, il a été débouté. Oui. Un mot, c'est une accusation qu'on porte plus au Rassemblement national, ça. Le débat s'est déporté, comme je disais tout à l'heure, parce que comme ils en ont fait un axe, ils ont fait non pas de l'antisémitisme, mais du conflit israélo-palestinien, au Proche-Orient, un axe clé de la campagne. C'est vrai que le débat s'est déporté et pendant ce temps, on ne parle plus effectivement du Rassemblement national, qui quelque part aussi en profite pour montrer que sur ce plan-là, ils sont inattaquables et en fait gagner de cette image de respectabilité qu'ils essaient d'avoir depuis 2 ans et qui fonctionne assez bien au niveau de l'électorat, en ayant pour preuve les résultats qui ont été. Et d'ailleurs, avec les Français juifs eux-mêmes, 92% des Français juifs considèrent que le parti le plus dangereux à leurs yeux, c'est la France insoumise. Et avec la prise de position de Serge Klarsfeld qui disait qu'en cas de second tour entre le Rassemblement national et LFI, il voterait Rassemblement national. Ça a créé évidemment pas mal de réactions et d'émoi au sein de la communauté juive. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. À bientôt sur Public Sénat.